le Canada allait aux urnes hier et qu'aujourd'hui on commentait les résultats des élections, Guy Turcotte, lui, témoignait à son procès qui retient l'attention quand même du public québécois parce que c'est un procès qui nous interpelle tous. Et dans le cadre de son témoignage, il est allé jusqu'à expliquer les derniers moments avant que l'irréparable soit commis. On va parler de ça avec nos collaborateurs, Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est criminaliste, Nicole Gibault, qui est une ancienne juge à la retraite, et Michel Jean, qui suit tout ça pour nous au palais de justice de Saint-Jérôme. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Alors, Michel, est-ce que d'abord, avant de parler du contenu, comment il était, Guy Turcotte, lors de ce témoignage-là? Ben, c'est assez particulier, Denis, la façon dont il se comporte. D'abord, quand il entre dans la salle d'audience, il regarde par terre, il a le regard sombre. Et quand il se tient assis, il regarde par terre tout le temps. Imperturbable. Il a l'air pas là ou troublé, pas bien, évidemment. Et aujourd'hui, hier et aujourd'hui, quand il a donc fait son témoignage, ce qui m'a frappé, c'est d'abord dans la salle d'audience, la façon dont ça se fait. Il y a le juge qui est là, et d'un côté, il y a les avocats, il y a Guy Turcotte, ses avocats, de l'autre côté, il y a les jurys qui sont là. Et les personnes qui comparaissent sont devant le juge, debout. Et donc, Guy Turcotte se tient debout, les mains devant lui toujours, la tête penchée légèrement en avant et les yeux fermés. Il n'a jamais ouvert les yeux, sauf quand on lui a montré des documents aujourd'hui en cours. Pour le reste, il témoigne les yeux fermés. Donc, il parle les yeux fermés, littéralement. Complètement en lui. Oui, exactement. Il parle, écoute, les yeux fermés, regarde pas ni le jury, ni le juge. Et il parle aussi d'une voix qui est une voix éteinte, mais un peu comme un enfant qui se plaint de quelque chose, qui n'est pas content, avec un ton un peu enfantin, mais boudeur en même temps. Alors, c'est pas l'image qu'on va se faire, par exemple, d'un cardiologue qui va être quelqu'un d'assuré, qui va être quelqu'un qui va bien s'exprimer, parce que nécessairement, quand tu fais ce travail-là, c'est toi qui dis aux gens l'état de leur santé. C'est au contraire, c'est un homme qui donne l'image de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Ça, c'est assez flagrant. Okay. Madame Gibault, vous étiez là aussi? Vous avez oui, j'étais sur cette place. façon-là aussi? Oui, j'étais sur place, j'ai exactement perçu. Mais je l'ai vu aussi, j'ai vu. Jamais il ouvre les yeux. Jamais. Avez-vous déjà vu ça dans votre carrière? Non, non? Pas moi. Là, j'ai pas vu quelqu'un qui, au contraire, je pense que c'est la première fois que je voyais quelqu'un comme ça, mais peut-être que lui a ses raisons. Là. OK. Alors, Michel, il a parlé il est allé jusqu'au moment fatidique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Denis, aujourd'hui, il y avait, Mme Gibault était avec moi aujourd'hui, je pense qu'elle va dire la même chose. Il y avait une ambiance dans cette salle-là aujourd'hui qui était extrêmement lourde. Tout le monde retenait son souffle. Et à mesure que Guy Turcotte avançait dans son témoignage et qu'on se rapprochait graduellement de la date du 20 février 2009, date où il a tué ses deux enfants, on sentait que la tension montait. Et son avocat lui posait des questions, lui faisait expliquer. Et graduellement, il a expliqué. Hier, il expliquait sa jeunesse, il expliquait sa rencontre avec Isabelle Gaston. Il expliquait qu'il était quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Aujourd'hui, c'était vraiment le récit d'un couple toxique qui a plongé une famille dans le drame que Guy Turcotte a raconté. C'est son point de vue, bien sûr, qu'il raconte aujourd'hui. Donc, il racontait notamment les disputes, les chicanes, comment ça l'angoissait. Le mot, je pense, qu'il révélé le plus souvent, Denis, c'est le mot peine. Ça me faisait de la peine, j'avais de la peine, j'en revenais pas, etc. Et on en est venu au moment de la rupture. Là ils sont laissés, ils ont en fait, c'est la conjointe de celui qui est devenu nouvelle amoureuse d'Isabelle Gaston, qui a découvert des courriels, qui lui a montré. Et là, ça a provoqué l'éclatement du couple. Et Guy Turcotte, donc, va rester donc il va se trouver un nouvel endroit où habiter. Et là, il raconte une vie où, quand il travaille, quand il est dans ses occupations quotidiennes, ça va. Il est au travail, il est bien. Quand il revient, quand il est seul, avec ses enfants, mais surtout quand il est seul, là, il disait la peine prenait toute la place et c'était invivable. Et il y a une montée dans l'angoisse dans son récit qui est bien présente. On sent très bien que plus ça va, pire c'est, jusqu'au moment, à un moment donné, il y a l'impression que Martin Huot, le nouveau ami de cœur, donc Isabelle Gaston, lui a volé sa blonde, qui dit
Et là, il y a des événements comme par exemple, il se rend, les enfants et Isabelle Gaston et son nouvel ami vont au Carnaval de Québec. Il dit ça, je ne l'ai pas pris, j'en revenais pas, comment ça se fait? Moi, j'ai vécu 11 ans à Québec, le Carnaval de Québec, ça a une valeur particulière. Et là, il dit qu'il avait l'impression que cet homme-là est en train de prendre sa place dans sa famille aussi, auprès de ses enfants. Et ça, c'était pour lui insupportable. Et ça va s'aggraver, ce sentiment-là, dans son esprit, selon ce qu'il nous racontait aujourd'hui, jusqu'au jour où, le 20 février, c'est la journée, donc il s'est levé à 5 heures, il avait mal dormi, il y avait eu des chicanes auparavant, il y avait eu d'autres disputes avec Isabelle Gaston. Et là, il a raconté ce moment-là. Et je dois vous dire que c'était à la limite du supportable. Tout le monde était à fleur de peau. D'abord, il a raconté donc qu'il était allé chez lui avec les enfants, il leur a donné à manger, ils ont regardé un film. Puis là, sans trop savoir pourquoi, il a commencé à pleurer. Il dit les larmes coulaient, je ne pouvais rien faire. Et là, son petit garçon Olivier est allé le réconforter. Et là, c'était vraiment touchant. Et là, sa petite fille aussi. Et les trois étaient là sur ce divan-là. On imagine la scène, tu sais. Et les trois enfants, et les trois personnes donc pleurent. Et là, il les a couchés. Et après les avoir couchés, il est allé sur Internet, il voulait chercher une manière de se suicider. Il disait, ça tournait dans ma tête, je voulais mourir. C'est comme ça qu'il l'a raconté. Et il a commencé à boire du lave-glace. Et là, sa mémoire devient des flashs. Et moi, ce qui m'a frappé, là, il a donné le flash ultime. Il dit, et là j'ai l'image, il dit, je suis dans la chambre, à côté du lit d'Olivier, j'ai un couteau dans la main, et j'enfonce le couteau. Et là, il raconte ça, là, il éclate, le juge arrête, on reprend par la suite, et il raconte que donc, qu'il se rend compte que son enfant, il a mal, il multiplie les coups, comme pour enlever la douleur. Il fait la même chose avec sa petite fille. Et ensuite, il tombe endormi, il pense qu'il va mourir, et là, il se réveille, il n'est pas mort. Alors, c'était extrêmement troublant. Juste à entendre. Parce que tu nous le racontes, Michel, tu nous le racontes, et c'est troublant que tu nous le racontes toi-même, c'est pas lui, là. Oui, parce que je regardais, moi, ses mains. C'est un chirurgien. Je veux dire, c'est un cardiologue, donc c'est quelqu'un qui posait le pacemaker, quelqu'un qui a des habiletés avec ses mains. Je regardais ses mains, et j'en ai parlé avec le juge Gibault hier, justement, on en parlait, des mains fines. J'avais de la difficulté à imaginer que ces mains-là avaient poignardé les deux enfants. On a de la difficulté à imaginer que ces choses-là existent, même quand elles nous sont racontées. Et je ne voudrais pas être à la place des jurés, ces personnes-là qui vont écouter toute la preuve et qui vont devoir rendre une décision par la suite. C'est un travail extrêmement difficile et si je trouve que c'est une responsabilité importante et imposante qu'on met sur leurs épaules, mais c'est ainsi que fonctionne notre système de justice, bien entendu. Alors, Maître Rancourt, ce témoignage-là, il est fondamental. La façon de se comporter, tout ça, là, comment vous interprétez ça? Tout ça est important, hein? Et j'imagine que l'avocat de la défense, avec son client, ont discuté de... Parce que c'est pas simplement le contenu qui compte, mais le contenant, hein? La façon dont tu vas le raconter. Alors là, on vient de comprendre comment il se comporte à l'intérieur, et je pense pas que ce soit... Vous êtes avocat. Hier, il commence son témoignage, il se ferme les yeux tout le temps quand il parle. Il a témoigné ce matin. Vous lui dites, rouvre tes yeux ou tu... Non. Non? Non, puis peut-être même que c'était il était pour être comme ça. Probablement, c'est plus facile pour lui de répondre aux questions en ne regardant personne. Alors, il est dans son monde, puis il raconte ce qu'il en est. Alors, c'est évident qu'il y a des détails. Depuis le début, il raconte en détail tout ce qui s'est passé, jusqu'au moment où il va avoir seulement des flashs. Et ça, quand on veut présenter une défense de troubles mentaux, c'est tout à fait normal, on le raconte souvent. Il faut absolument faire une pause. On poursuit cette conversation-là. On va analyser le contenu de tout ça dans 3 minutes. À tout de suite. On parle du témoignage de Guy Turcotte à son propre procès qui s'est poursuivi aujourd'hui. Alors, c'est un moment important. Vous étiez sur place. Et qu'est-ce qu'il faut retenir d'après vous de ce que Michel nous a raconté tantôt? Bien, évidemment, tout ça a été fait dans le cadre de l'interrogatoire en chef. L'interrogatoire en chef, c'est son avocat, c'est Maître Poupard qui l'interroge. Et c'était très minutieusement raconté, avec plusieurs questions, mais quand même, on laissait le temps à M. Turcotte. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut exposer dans quel état, et chaque étape, surtout ce qui est très contemporain au meurtre, comment ils se sentaient, parce que c'est ça leur théorie. Là. Il y a eu une explosion épouvantable
qui va s'appeler un trouble mental éventuellement, là, et qu'on entendra parler. Mais il faut qu'il donne ceci au jury, il faut qu'il dise dans quel état il se trouvait et comment il y avait de la peine. Et c'est vrai, M. Jean le dit, il a tellement répété souvent la peine qui était complètement envahie de cette peine-là. Et on va sûrement entendre, et c'est évident que ça place la table pour des experts qui vont analyser cette peine, dans quel contexte, et ce qui l'a beaucoup fatigué, M. Turcotte. On n'est pas rendu là, par exemple, parce que là, il va subir un compte interrogatoire. On est rendu là. Vous étiez là, Mme la juge, aujourd'hui. Ça va te serrer, ça. Et ça a commencé serré. Et assez que le juge a dû intervenir, mais l'avocat d'expérience de la couronne va prendre son temps pour le compte interroger et à ce moment-là... Pour qu'il ait l'air moins sympathique, c'est ça, lui, la manœuvre? Lui, il va essayer de démontrer que l'individu sait ce qu'il fait avant, il sait ce qu'il fait après, et c'est juste au moment qu'il donne des coups de couteau qu'il ne sait plus ce qui se passe. Tout ça, il va tabler là-dessus, lui. OK. Alors, Michel, justement, comment ça s'est passé le début du contre-interrogatoire? Comment tu as vu ça? Alors, le contre-interrogatoire, on a affaire à deux avocats au style complètement différent. Maître Poupard, donc, qui est l'avocat de Guy Turcotte, est quelqu'un qui parle doucement, qui parle avec une voix pas très forte, ce qui fait que ça nous incite à l'écouter, et qui suit très bien, donc, son client. Et de l'autre côté, le procureur de la Couronne, lui, est quelqu'un qui parle plus fort, qui est plus affirmatif, qui a une personnalité, en apparence, là, dans son personnage aujourd'hui en cours, plus affirmé. Et là, le départ, il a commencé à questionner et à brasser, là, je pense qu'on peut le dire comme ça, Guy Turcotte. Et effectivement, donc, le juge est intervenu, l'avocat de Guy Turcotte est intervenu aussi. Et lui, rapidement, il pose des questions sur... il a voulu amener les questions sur Isabelle Gaston. Elle aussi a souffert. Il n'y a pas que vous, il y a elle aussi qui a souffert et tout ça. Mais, et là, ce que j'ai trouvé intéressant en observant ça, c'est que l'attitude de Guy Turcotte a quand même changé pendant le contre-interrogatoire. Autant il avait sa voix de petit garçon dont je vous parlais tantôt quand il était en train de faire son témoignage, un peu piteux, autant quand il était contre-interrogé, il était plus affirmatif. Il répondait aux questions, il se souvenait très bien des détails et il répondait davantage. Et quand le procureur là, tentait de lui souffler des réponses, il ne se laissait pas faire. Est-ce qu'il avait les yeux ouverts à ce moment-là? Vous pouvez bien dire ça. Il avait encore les yeux fermés, sauf quand à un moment donné, on lui a montré des documents. Et là, il a regardé les documents, mais il gardait les yeux fermés même pendant les questions. Cette différence, c'est qu'au lieu d'être devant le juge, il s'était tourné vers le procureur. Et c'était la seule différence que moi j'ai noté lui faire face. On a un Guy Turcotte qui se laisse pas faire, en tout cas pendant le procès, ça c'est clair. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, notre Exactement. Moi, ce que je dis à mes clients, écoutez, vous devez avoir la même attitude en contre-interrogatoire que quand je vous interroge. D'ailleurs, c'est là que vous allez gagner des points ou en perdre. Un procès, ça se gagne dans le contre-interrogatoire. Alors, s'il change d'attitude ou s'il change son ton, s'il change la façon de répondre, ça peut tourner. Mais nécessairement, là, Michel, il est un peu plus combatif. Il s'est penché dans un premier temps, puis là, parce que les questions sont plus cinglantes. Là. Même à ça, il faut qu'il soit poli, il faut qu'il soit pas agressif, il faut qu'il ait le même ton qu'il avait lors... Et il avait le même ton, Mme Gibault, d'après vous? Non, il n'avait pas le même ton, mais je pense que aussi, puis Maître encore a raison, c'est que là, les questions sont suggestives, là, les questions sont directes. N'ai-je pas raison de vous dire, ou si je vous disais telle chose, et le procureur, Maître Verret, lui propose quelque chose, alors il réagit, c'est non. Les yeux fermés, par exemple. Non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas comme ça. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il n'est pas mis en contradiction. Son procureur, quand il questionne, il ne met pas en contradiction l'autre, mais n'est-il pas exact que c'est plutôt pour ça que vous le faites, et non pas pour telle autre raison que vous avez, ou pour telle raison que vous avez dit telle chose? Il a parlé d'Isabelle Gaston, c'est important parce qu'il voulait avoir l'air sympathique et il voulait qu'elle soit présentée comme quelqu'un qui avait brisé le couple, qui avait trompé, etc. Et là, l'avocat veut comme inverser l'image. C'est important de faire ça? Ben, pour l'avocat de la Couronne, c'est de contre-interroger l'individu sur ce qu'il a amené comme argument. Il vient dire, moi, là, si j'ai déclenché, si j'ai perdu la carte,
ben, c'est dû à la relation que j'avais avec mon ex. Mais là, le procureur de la Couronne va poser des questions là-dessus. Écoutez, est-ce que ça vous a amené si loin que ça? Parce que des divorces, il y en a tous les jours. Puis des chicanes entre conjoints, il y en a tous les jours. Alors, quel est l'élément déclencheur? Quelle est la différence entre des chicanes entre conjoints qui peut amener quelqu'un à commettre ce geste aussi important? Si vous voulez, on va faire une petite pause, on poursuit cette conversation-là dans 3 minutes.